L'armée russe a lancé une frappe de missiles sur la ville d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Au moins 3 civils ont été blessés dans cette attaque. Cette attaque a déclenché un incendie, un important incendie. Près de 2500 bombes aériennes ont été lancées en un mois, dont 700 rien que dans la région de Kharkiv, selon Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Et pour aller plus loin sur le sujet ukrainien, on s'appuie aujourd'hui sur cette revue Cometa, à l'est du Nouveau, un numéro baptisé Fabriquer l'oubli. On parle précisément de cette enquête, une enquête menée par notre invitée, Ksenia Bolchakova. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation, vous êtes documentariste, vous êtes cinéaste, vous êtes franco-russe. Cette histoire est celle du deuil, de la colère de Katia à propos du sort de son frère Andrei, envoyé au front, dont elle n'aura plus de nouvelles à un moment donné. Une histoire aussi qui parle d'une correspondance un peu forcée entre victime et bourreau. Alors que pouvez-vous nous dire de plus sur cette histoire et comment elle est arrivée jusqu'à vous ? J'étais en tournage à Kiev dans le cadre d'un film que je réalisais pour Arte sur les crimes de guerre commis par les soldats russes contre les civils ukrainiens. Et une amie me dit, écoute, il y a cette histoire incroyable, il faut absolument que tu ailles rencontrer Katia Kholodnikova, qui est donc le personnage central de ce récit. Et c'est comme ça que je me retrouve dans le salon de cette jeune femme, 26 ans, dentiste, qui me raconte son histoire. Et c'est surtout l'histoire de son frère jumeau, parti combattre dès les premiers jours de la guerre l'invasion russe à grande échelle. Donc dès début mars 2022, son frère est sur le front. Très vite, il disparaît, il donne plus de nouvelles. Mais Katia continue à suivre le déplacement de son téléphone. C'est-à-dire qu'elle a plus de nouvelles de son frère, mais l'objet, donc le téléphone portable, lui, est toujours en vie et émet des signaux. Oui. Donc elle le suit à la trace. Elle suit à la trace. Elle est persuadée qu'il est soit prisonnier, soit blessé quelque part, mais elle pense qu'il est encore en vie. Quelques mois passent, elle va apprendre que non, malheureusement, il a été tué sur le front. Mais surtout, elle va recevoir 9 mois plus tard un texto venu pour le coup cette fois-ci d'un numéro de portable russe, et c'est un homme qui explique être le soldat qui a tué son frère, qui rentre en contact avec elle. Et démarre à ce moment-là une correspondance assez dingue entre bourreau et victime, et surtout du côté de Katia, ce besoin impérieux de savoir ce qui s'est vraiment passé, le besoin d'identifier cet homme qui a été... à la lame d'une enquêtrice aussi, un Totalement. peu comme une journaliste, elle travaille un petit peu à ça. Et on voit peu à peu s'installer une sorte de perversité dans la relation, puisque finalement, c'est une situation parfois insupportable pour Katia. Comment tient-elle ? C'est pas de la perversité, je pense que c'est vraiment une soif de justice dans sa tête. Elle a besoin de savoir exactement ce qui s'est passé minute par minute. Elle disait que Andriy, c'était son frère jumeau, mais c'était aussi son meilleur ami, c'était son âme sœur. Et la perte de ce frère est absolument insupportable. Donc aller au bout de cette enquête et savoir un maximum de détails, pour elle, c'est très important. Et surtout, elle ne veut pas qu'il soit assassiné, ce tueur. Elle voudrait qu'il soit attrapé, traduit en justice. Elle veut pas de la vengeance pure et dure, mais elle aimerait comprendre ce qui s'est passé, comprendre pourquoi il a fait ça, et surtout faire tout le nécessaire pour qu'il soit lui aussi un jour jugé pour ses actes. C'est ça le but vraiment de cette correspondance. Oui, alors quand je parlais de perversité, c'est pas nécessairement de son côté, mais si on regarde, je prends cette phrase que lui dit son interlocuteur pour expliquer qu'il a tué son frère. Il dit « Ton frère était mon premier ». Les suivants sont passés comme une lettre à la poste. C'est terrifiant. Pourquoi il lui dit ça, en fait ? Il veut lui faire mal, il veut se déculpabiliser, lui aussi ? Il veut se déculpabiliser, il attend son pardon. Et c'est là aussi où toute cette histoire est parfaitement incroyable et profondément humaine. C'est qu'on est dans la zone grise, vraiment. On n'est pas dans le noir, dans le blanc. On est dans ce moment d'humanité extrême où des sentiments extrêmes se manifestent. Un tueur demande le pardon à la sœur de sa victime, sachant très bien qu'elle ne pourra pas lui accorder ce pardon. Ouais. Donc il y a ce moment extrêmement shakespearien en fait dans cette relation qui se met en place et qui est absolument unique. Oui, parce qu'il lui dit aussi finalement tu ne ressembles pas à une nazie. Enfin, c'est quand même très très curieux cette On quête. sent chez lui aussi qu'il a été imbibé par toute cette propagande au sein de l'armée russe, qui a répété à ses soldats et à ses hommes, et pas seulement aux soldats d'ailleurs, mais à toute la population dans le pays, que en face on avait uniquement des nazis qu'il fallait combattre comme les grands-pères et les arrière-grands-pères avaient combattu les nazis allemands. Il y a cette propagande qui a été quand même très très fortement distillée dans les rangs, très puissante dans les rangs de l'armée russe, et donc il répète ce qu'on lui a dit aussi. Et il est lui-même un peu surpris, je pense qu'il y a comme un court-circuit dans sa tête. Il doit se dire c'est bizarre,
voilà, elle ressemble pas à l'image voilà, à ce qu'on m'avait dit avant. Parallèlement à cet article, il y a aussi un documentaire, La sœur et le meurtrier. Pourquoi est-ce que pour vous c'était important de raconter aussi cette histoire à travers cette revue et à travers la vidéo? C'est une histoire complexe. Dans la revue, j'ai eu le temps d'écrire, de prendre le temps vraiment de raconter cette histoire et de rentrer dans toutes ces fameuses zones grises dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans un documentaire vidéo, on est resté beaucoup plus factuel sur le traitement un petit peu OSINT, de l'investigation OSINT, donc de l'investigation en open source, les outils qu'on a utilisés pour identifier le soldat, parce qu'in fine, on arrive quand même à l'identifier, à retracer son parcours. Donc les deux formats ont été aussi l'occasion sont complémentaires. Pour moi, c'est complémentaire et l'occasion de montrer aussi comment est-ce qu'on peut travailler en tant que journaliste sur ce sujet. La revue permet, parce que c'est une revue littéraire aussi, moi, d'exprimer ce que j'ai ressenti en faisant ce sujet, de m'impliquer beaucoup plus émotionnellement, alors que dans un format, on va dire, plus doc télé classique, on est un petit peu plus, un petit peu plus cadré. Ouais. D'un mot, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, comment elle se reconstruit aujourd'hui, Katia? Eh ben, elle se reconstruit en participant à différentes actions, notamment de comités d'associations, de sœurs, de mères, de femmes de soldats qui ont disparu sur le front. Elle est extrêmement active socialement, donc elle participe à des manifs, elle exige le retour des soldats, des corps des soldats tués que l'armée n'a toujours pas récupérés. Donc elle reste impliquée. Elle reste très impliquée et surtout elle ne désespère pas non plus d'aller un jour peut-être récupérer le corps de son frère qui lui est toujours resté sur cette ligne de front. Pour faire son deuil, effectivement. Il faut lire Cometa, fabriquer l'oubli, les précisions de Ksenia Bolchakova, journaliste d'investigation et autrice de cet article et d'un documentaire sur le même thème. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci pour l'invitation.